Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors-Cadre. Alors aujourd'hui encore, avant de vous parler du film sorti au cinéma en salle que nous avons vu, nous vous proposons, Léa et moi-même, un petit top 3 des films de road movie puisque le film dont nous allons vous parler ensuite, donc un film dans lequel finalement des gens prennent la voiture pour aller d'un point A à un point B. Cette C'est ça, définition très scientifique, hein, je crois que c'est Gilles Deleuze hein, qui a écrit ça. c'est ça. Dans l'image volant. Oh là là, la blague de niche, quoi. Désolée, désolée pour ça. Oh là Pardon, là, c'est les années de fac, il y a besoin d'exorciser un peu. c'est ça. On fait ce qu'on peut, hein, vraiment. C'est ça, on n'avait pas aidé, Alors, hein. Léa, est-ce que tu veux nous proposer en première ton top 3 des films de road movie? Ouais, bien sûr. Alors, en top 1, film d'amour, Little Miss Sunshine, hein, évidemment, de Valérie Faris et Jonathan Dayton, sorti en 2006. Pourquoi? Parce que j'adore les familles dysfonctionnelles, parce que j'adore le casting, avec notamment Steve Carell, Toni Collette, enfin bref, il y a tout un tas de très bons casts. La musique a rythmé mon adolescence et ma vie de jeune adulte à chaque moment où je partais en voiture, voilà, soyons clairs. Ça et Buffy. Mais oui, c'est ça, c'est vrai. Ce mini combi jaune que j'ai toujours voulu avoir et une scène de fin de chorégraphie absolument bouleversante, tant humoristique que touchante. Donc voilà, c'est un bijou ce film. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de film un peu indépendant, un peu vibe Sundance. Voilà, j'adore. En deux, j'ai mis Green Book de Peter Farrelly qui est sorti en 2018 parce que j'avais beaucoup aimé le casting là encore, que c'est un road trip donc sous forme de musique blues, enfin un chauffeur et un musicien qui traversent l'Amérique pour jouer des concerts. J'avais beaucoup aimé ce film à la sortie. Après, il y a eu un petit peu un backlash sur ce film ensuite. On s'est rendu compte qu'il était un petit peu problématique par pas mal d'aspects, avec notamment le cliché du white savior, ce genre de Hmm. choses. C'est vrai que je l'avais pas vu au départ et bon, ça a un petit peu regêné ma lecture, mais Au premier visionnage, en tout cas, ça a été plutôt une c'est belle ça. découverte. Ouais, et Ouais. quand bien même effectivement il y a des choses un peu problématiques, je trouve que, bon, faut être conscient de ça, mais pour moi ça n'entache pas le plaisir que j'ai eu à regarder ce film. Hmm. Et enfin, un film qui est sorti en 2022 qui s'intitule En roue libre de Didier Barolo, qui met en scène Marina Foïs, qui est au sommet de son art dramatique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va bosser, elle s'installe dans sa voiture et elle se rend compte qu'elle ne peut pas quitter sa voiture parce que bah, son corps ne lui permet pas de quitter sa bagnole. Et elle va se faire braquer par un jeune qui a besoin d'une bagnole. Et ils vont faire la route tous les deux. Lui parce qu'il veut aller buter un gars qui a mis son frère en prison. Et elle bah, parce qu'elle peut pas quitter, parce qu'elle est en trauma. Et la mise en scène est brillante. C'est aussi drôle qu'émouvant. Enfin, c'est vraiment, hein, c'est dramatique et touchant au possible. Et encore une fois, ouais, ça montre tous les talents d'actrice de Marina Foïs, qui est vraiment, enfin, c'est brillant ce qu'elle sait faire. Voilà pour mon top 3 des road trips. Et Trop toi, cool. Lénis? Alors moi, je vous propose en troisième position le film Bonnie and Clyde Hmm. d'Arthur Penn, sorti en 1967, où, donc très connu, hein, où on suit la cavale d'un couple de braqueurs qui sillonnent les États-Unis en braquant des banques. C'est une grande source d'inspiration pour plein d'autres road trips qui arriveront les années suivantes. Je me souviens avoir été très surprise lors de mon premier visionnage qui a été assez tardif de ce film-là. Parce que, bon, Bonnie and Clyde, tout le monde connaît un peu la mythologie qui est autour, mais cette représentation entre enfin, de la relation des deux personnages et notamment de l'impuissance de Clyde, etc., j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et je le mets dans mon top 3 parce qu'il fait partie vraiment des films que j'aimerais beaucoup revoir, que je reverrai avec grand plaisir. Et de ces films aussi à la lisière entre le Hollywood classique et le nouvel Hmm. Hollywood qui apparaît fin des années 60, début des années 70. D'ailleurs, je me suis notée pour aller encore un peu plus loin dans ce nouvel Hollywood, donc qui est un mouvement cinématographique, etc., etc. Zabriskie Point aussi, que j'ai découvert il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant, de Michelangelo Antonioni en 70. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un road trip. Je me souviens surtout d'une errance dans le désert. Mais en tout cas, ça m'a fait me dire, tiens!
Un petit cycle sur le nouvel Hollywood, ça pourrait être grave sympa. Mm, Je pense qu'il y aurait carrément. pas mal de trucs à dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je laisse un petit message ici et puis à voir quoi. En deuxième position, le film Thelma et Louise, évidemment de Ridley Scott, réalisé en 1991, que j'aime énormément et dont on a déjà parlé dans l'épisode 35 d'Ouvert pour Inventaire sur dans le cycle sur justement les road movies et les road trips au cinéma. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller écouter l'épisode, je vais pas en redire grand-chose. Et enfin, le premier film de road movie que j'adore, c'est un film dont je parle à peu près une émission sur trois, puisqu'il s'agit d'un de mes films préférés au monde, Ida, réalisé par le réalisateur polonais Paweł Pawlikowski. Alors je suis aussi désolée, son nom de famille, une fois sur trois, je le dis mal, donc désolée. euh, Réalisé en 2013, qui est un road trip au féminin et un road trip aussi familial avec Ida, une jeune femme orpheline qui a été élevée dans un couvent et qui, une fois jeune adulte, part avec sa tante qui vient la chercher, donc sa tante Wanda, pour aller découvrir qui étaient ses parents. J'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un film très très beau esthétiquement et très touchant. Et ça lie road trip, famille, souvenirs, etc., etc. Donc voilà, pour mon top 1 finalement, le premier film dans mon cœur, c'est toujours le même. Je pourrais le placer de n'importe où. Ouais, je comprends. Non, mais de la constance, c'est important. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des top 3 de road movie, road trip dont on n'a pas parlé. Ouais, tout Sauf à si c'est fait. Very Bad Trip. Ça Non, compte pas. vous avez le droit de tout nous proposer, voyons. D'accord. Sauf Very Bad Trip. Alors aujourd'hui, Léa, on vous parle d'un nouveau road movie qui est sorti au cinéma très récemment puisqu'il s'agit du Drive Away Dolls d'Ethan Cohen et coécrit avec Tricia Cook, dont on vous parle juste après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, Drive Away Dolls, c'est le premier film réalisé par Ethan Cohen, sans son frère Joel Cohen. Mais ce film, il a été coécrit avec son épouse Tricia Cook. Donc les frères Cohen, c'est The Big Lebowski, Fargo, No Country for Old Men, O Brother, etc., etc., etc. Et j'ai fait mes petites recherches et l'idée du film, donc Drive Away Dolls, dont on vous parle aujourd'hui, vient du couple Ethan Cohen et Tricia Cook, qui propose au début des années 2000 le projet à la scénariste et réalisatrice Alison Anders, qu'on connaît notamment pour quelques épisodes de séries, dont Sex and the City, The L Word, Orange is the New Black, donc des séries plutôt autour du féminin, voire du féminisme, etc., etc. Euh, J'irai peut-être pas jusque-là quand même, mais bon, voilà, qui s'intéresse plutôt à des personnages féminins en tout cas. Ça, Mm. on peut le dire sans trop trembler des genoux. Dans ce film, on retrouve Margaret Qualley, qu'on a déjà aperçue dans Once Upon a Time in Hollywood et dans Pauvre créature également, et Géraldine Viswanathan. Bien joué. Je suis désolée si la prononciation est Professionnel mauvaise, jusqu'au bout. qui est une actrice que j'aime beaucoup, mais qui a un nom de famille difficile à prononcer. C'est pas très grave, on lui en veut pas. Et que moi, personnellement, j'ai vu dans Miracle Workers, une série disponible sur Prime Video, qui était jusqu'à présent disponible gratuitement. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce casting ou un petit peu cette production, pardon? Ouais, j'ai trouvé ça très paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les personnages principaux sont assurés donc par deux jeunes actrices. Alors certes qu'on a vues, hein, mais qui sont pas quand même des actrices très populaires. Mm, Et sur l'affiche, tu vois quand même mentionner Matt Damon, Pedro Pascal et Miley Cyrus. Et sur le coup, tu te dis, wow, pourquoi? Et le fait est que les trois ont des rôles très très anecdotiques. mm. À mon avis, c'est parce qu'il fallait vendre le film. Et c'est sûr que bah ouais, si t'as Pedro Pascal et Matt Damon dessus, bon.
c'est plus vendeur. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi sur la fiche technique, tu l'as dit, hein, le scénario c'est assuré aussi par Tricia Cook, qui est la femme d'Ethan Cohen. C'est aussi, enfin c'est de fait la monteuse en fait des frères Cohen depuis une vingtaine d'années, puisqu'elle a monté The Big Lebowski, O Brother et compagnie. Ok, j'avais Ouais. pas du tout cette info. D'accord. Eh ouais, c'est elle qui s'occupe du montage. Et du coup, sur le coup, ça m'a intéressé de voir qu'elle s'était lancée sur le scénario. Ouais, Voilà. on va en parler. Alors, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous pitcher le film, Léa? Pas de problème. Donc, c'est l'histoire de Jamie, donc interprétée, comme tu l'as dit, par Margaret Qualley, qui est une jeune femme, donc fêtarde, insouciante et libérée. Libérée ici équivaut à juste, elle s'assoit sur le visage de ses compagnes, globalement. Globalement. Quelle chance. Et vous avez donc de l'autre côté du prisme Marianne, donc interprétée par Géraldine Wisch. Viswanathan. Je Tout crois à que c'est fait. à peu près. Ça doit être à peu près ça. C'est peut-être pas si compliqué que ça. Il y a juste beaucoup de lettres dans son Oui, famille. c'est ça. C'est juste que ça fait un malheur au Scrabble. Qui est un peu l'archétype de la bibliothécaire coincée et qui veut rejoindre sa tante en Floride. Et donc elles partent toutes les deux en road trip parce qu'elles veulent un nouveau départ, l'une comme l'autre. Jimmy parce qu'elle s'est récemment séparée de sa compagne. Et Marianne parce que sûrement qu'il y a un tournoi de Scrabble et qu'elle veut absolument faire avec sa tante, ou je sais pas moi, un débat pour qui est la meilleure perruche de tout le côté de la Floride. Enfin bref, un truc hyper passionnant, n'en doutons pas. Elle récupère donc une voiture pour aller dans ce road trip et une mallette assez importante dont le contenu est gardé secret pendant un paquet de temps du film, qui va les précipiter toutes deux sur la piste de malfrats aussi incompétents que balourds. Et si on résume l'intrigue avec enfin, tout simplement, ça serait un peu Pulp Fiction avec des lesbiennes. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Eh ben, écoute, alors, euh, il faut savoir, peu importe, mais je vous donne cette information. Moi, les frères Cohen, c'est pas spécialement ma came. Je suis assez neutre, en fait. Enfin, je trouve ça ni génial, ni détestable, hein. Je suis juste, je mate leurs films, mais voilà, c'est pas des films que j'ai particulièrement ni en amour ni en désamour. Et je n'ai pas vu, alors j'ai lu du coup que l'autre frère Cohen, Joel Cohen, avait réalisé Macbeth. C'était une production Apple Original Film que je n'ai pas vue, mais que j'ai dans la liste depuis un moment, que j'aimerais bien voir, un film en noir et blanc. Voilà, ça a l'air intéressant. En ce qui concerne le film dont on parle là, Drive Away Dolls, vraiment, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'ai trouvé le film excessivement lourdeau. J'aurais vraiment, vraiment aimé l'apprécier davantage parce que j'aime beaucoup les actrices principales, je suis plutôt bon public, alors tout ce qui est côté un peu nanardesque, normalement, c'est plutôt ma came. Et pourtant, je suis restée très en dehors du film pour plusieurs raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Mais voilà, je l'ai trouvé assez lourdeau et normalement, ça aurait dû me toucher parce que le côté, ouais, enfin, un peu bébête, ça peut me Hmm. faire rire. Et là, c'est ça, voilà, ça a pas trop fonctionné sur moi, on va dire. Et toi, Léa, qu'est-ce que t'en penses globalement de ce film? Ben, sortie du film, je me suis dit, en vrai, j'ai passé un bon moment. Ouais, Ça m'a fait rire. Enfin, ce qui devait me faire rire m'a fait rire. J'ai trouvé, c'est vraiment la vibe des frères Cohen, quoi. C'est un film un petit peu, enfin, pas sans queue ni tête, mais bon, voilà, tu suis des personnages tout à fait farfelus et tout à fait sympathiques ou antipathiques. Enfin, mm, il y a un peu des deux, en fait. Et je suis sortie de là en me disant, ouais, bon, souvent, ça va, quoi. Ça révolutionne rien, soyons clairs. Après, j'ai plein de points négatifs hein, que j'aborderai plus tard. Ce qui revient surtout, pour résumer, c'est que c'est un film qui sort en 2024, mais moi, je trouve qu'il a des vibes de film de 94-2004, parce que ouais, c'est des clichés qui sont là depuis 20 ans. Et complètement. sauf que on est en 2024, donc c'est pour ça que le film en ensemble tombe à plat, c'est qu'il est produit 20 ans trop tard. Ouais, je suis. Ah bah alors vraiment, je peux pas être plus d'accord avec toi que ça. Voilà. C'est clair. Je me suis dit que c'était vraiment une comédie un peu dans la continuité des 40 ans toujours puceaux, des American Pie, des Mm. super graves, des comédies un peu graveleuses qui jouent un peu sur ces sujets-là. Et ils ont voulu en faire une version plus féminine et voire même un peu plus queer. Mais finalement, on n'est pas, on est dans les mêmes poncifs. Malheureusement presque, parce que ça aurait été plus intéressant à mon sens
si on gardait cet aspect comique, mais si on essayait de détourner un peu ses poncifs. Mm. Ce que je trouve assez raté en fait ce film-là. Et moi j'ai trouvé le film drôle à certains endroits, mais en fait je pense que dans tout mon visionnage du film, j'ai à la fois, j'ai autant de fois ri que un peu soufflé du nez, tu vois, en mode, oh, Ouais. en étant un peu saoulé. Donc je suis très très mitigée, quoi. Oui, je comprends. Ben, quand on parle, enfin, quand tu évoques effectivement le côté poncif, c'est que c'est vrai qu'il y a, comment dire, sur le traitement queer, on va dire, des personnages, c'est très suranné, quoi. T'as cette scène où effectivement elle rencontre dans un des motels une équipe de football féminin. Bah, c'est hyper cliché. Enfin, on dirait soit un mauvais boulard, soit une parodie de film qui se voudrait drôle, mais bon, c'est. Mm, Enfin, disons qu'on a déjà vu ça, en fait. C'est pareil, un des points négatifs que je relève aussi, c'est la relation entre les deux personnages. mm, mm, Bah, oui, tout au long du film, en fait, va y avoir une sorte de tension et en fait, elles vont partir en road trip. Au départ, elles sont amies et finalement, ça va aboutir à une relation amoureuse. Mais c'est pas très crédible ou en tout cas, c'est vrai que cet axe-là, je l'ai pas trouvé hyper efficace. Je trouve mm, qu'elles ont une bonne alchimie ensemble. Voilà, ça fonctionne. mm. Mais, euh, mais ouais, tu sens qu'elles doivent être ensemble parce que les besoins du scénario. Mais c'est vrai que tu sens pas plus que ça. Puis même Ouais, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles sont ensemble? Bon, ouais. enfin, Moi j'ai ma c'est petite idée marrant. hein, de pourquoi elles sont ensemble, mais Ah ouais? je vais pouvoir vous en Explique-nous. parler. Euh, Vas-y. je peux me permettre, mais si tu voulais finir ton point, hésite pas à aller, hein, je veux pas. Ah non, non, mais rebondis là-dessus, hein. Alors, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus dérangé dans ce film, c'est la représentation des lesbiennes qui est un peu au secours, à mon sens. Mais en même temps, voilà, je me dis, je suis pas lesbienne moi-même, donc qui suis-je pour critiquer? Mais c'est plus une impression. Et moi, j'ai eu l'impression de voir un mec hétéro qui a voulu raconter une histoire avec des lesbiennes. Mm, Et des lesbiennes qui viennent de son imagination et de ses fantasmes, et pas des lesbiennes, de représenter des lesbiennes de la vraie vie de tous les jours, quoi. ouais, Et du coup, c'est un peu ce qu'on peut appeler le male gaze, c'est-à-dire mm, le point de vue, le regard masculin sur un sujet, qui est d'ailleurs tout à fait majoritaire dans notre culture depuis des années. Et je suis un peu mitigée parce que je sais que le film a été coécrit avec Tricia Cook, donc une femme, et une femme en plus qui se considère, il me semble, comme lesbienne, donc oui. voilà, ils ont un couple un peu marginal, on va dire, et qui a aussi participé donc à la réalisation et au montage du film. Et du coup, en fait, je sais pas si cette représentation, elle est maladroite, si elle est exacerbée parce que le film lui-même se veut un peu exacerbé par plein Oui. d'endroits. J'ai trouvé ça à minima extrêmement maladroit comme façon de représenter les lesbiennes, tout simplement. Oui, bah en fait, c'est ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire que Tricia Cook, effectivement, se définit comme lesbienne tout en ayant, enfin, en Mm, étant en couple avec un mec hétéro. Elle dit qu'elle s'est inspirée de certains mouvements queer des années 90, ce mm, qui donnerait un peu cette vibe-là, tu vois, un peu décalée. Mais c'est vrai que le film est un petit peu le cul entre deux chaises hein, mm, là-dessus, où il y a un côté très décalé et en même temps, ça va reproduire des codes d'il y a 20 ans, mais en même temps, bah, c'est plus les codes d'il y a 20 ans. Donc, voilà, je trouve il se place mal là-dessus. En fait, la limite, c'est ça en fait le truc. Décalage, pourquoi pas, mais il faut que ça soit drôle. Et le fait est que dans le film, ça l'est pas tout le temps. ouais, Donc c'est peut-être là que le bas blesse en fait. mm, C'est juste que ça, le décalage pourrait être source de comique, mais il l'est pas sur toutes les situations. Je pense complètement. notamment, ouais, le moment équipe de foot féminine, bof. Présentation des personnages, ouais, c'est marrant, parce que oui, il y a un Oui, côté décalé, puis t'as pas l'habitude de voir ça et t'es en mode, ah, bah, oh, oh, bah tiens, c'est intéressant tout ça. Je parle du fait de s'asseoir sur le visage des gens. ça te plonge tout de suite dans l'aspect très graveleux qu'on va Oui, suivre tout le long du film, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que bon, ouais, il y a des limites. Soyons, soyons Ouais. honnêtes. Et aussi, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est comme tu dis, déjà les vannes sont pas toujours efficaces, on va dire. Le Ouais. décalage est pas toujours suffisamment bien amené. Et moi, ça m'a. Alors, ça va aussi avec le deuxième truc qui m'a un peu dérangé, et même un peu beaucoup, c'est le montage justement du film avec. Les plans de coupe, hein, Ah là là, les c'est ça. plans de coupe. Ah là là, En mais enfer. c'était infernal. Surtout au début du film, c'était vraiment dur. Ça fait Et vraiment beaucoup. des Mm. transitions iMovie dégueulasses là. Ouais. C'est affreux. Et ça se veut en plus, tu vois, subversif, un peu psychédélique, mais c'est horrible. C'est un grand nom. Ouais.
Et globalement, je trouve que ça donne un peu l'impression que c'est un grand ado, tu vois, qui a fait le film. Oui. Tu vois, entre la représentation un peu biaisée, et un peu masculine des lesbiennes, entre les transitions qui se disent ouais, moi je fais pas les transitions comme tout le monde, tu vois, ça fait un peu mec qui sort d'une fac de ciné et qui fait son petit truc. Ah, je sais pas, ça m'a. Ah non, t'es gentil, hein, parce que pour moi, Ouais. ça, c'est une présentation PowerPoint, tu sais, d'un mec qui doit présenter des nouveaux stores et dit, ah bah du coup, je vais faire un volet déroulant. Et attends, je vais faire une forme d'étoile et elle va faire wouh, 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 et ensuite, on va passer à une autre image. Non, non, Ouais, ouais, c'est terrible, hein. Ah, c'est terrible. ça, je l'ai mis en point négatif, effectivement, c'est même, enfin, c'est même pas rétro, quoi. Enfin, si, il y a dû avoir une période où on faisait ça, Mm. mais il y a des choses qu'on doit plus représenter. Ça en Ouais, fait partie. c'est Ah ouais, clair. les plans de coupe de l'enfer, genre les zigzags, les trucs. C'est absurde. Ouais, c'est terrible. Absurde. Ouais, 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 c'est assez terrible, c'est pas. pas faire ça. Et il y en a beaucoup en plus. Au début, Au ouais. début, il y Ouais, en ouais. a quand même vraiment pas mal, quoi. Ouais, tu te dis, bah non, parce que je veux bien le côté décalé, mais pas comme ça. Et du Mm. coup, je me demande si c'est une idée de tricher à coup, quoi. Et je me dis, bah en même temps, enfin, elle était pas mauvaise monteuse hein, sur les précédents films. Pourquoi on a des plans de coupe pareils? Ça Ouais, n'a pas de sens. ouais. Hein, je sais pas. Il y a plein de Mm. trucs que j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, je crois, dans les partis pris esthétiques du film. Ouais. Eh ben, pour le coup, pour rebondir sur le parti pris esthétique, autant montage gênant, enfin surtout les plans de coupe. Mm. Par contre, la photo, j'ai beaucoup aimé. Mm. La Oui. photographie du film, je la trouve très jolie. Il y a une ambiance pop un peu colorée, mais pas à la Stranger Things, quoi. Pas juste, oh, on a mis des néons parce que c'est trop populaire. Non, c'est très joli. Je pense notamment les premières scènes dans l'appartement de Jamie. Mm. Il y a de belles couleurs, même dans le bar où ils se retrouvent de temps à autre. Pour le coup, je trouve que la photo, elle est assez jolie, assez bien travaillée. Tout à fait d'accord. Ouais. Ce qui rend le contraste du coup encore plus flagrant. Je pense que c'est ça en fait. C'est qu'il y a des choses réussi et il y a des choses complètement foirées. Ouais. Oui, très perturbant, ouais. Effectivement. Et en plus, d'autant plus dommage que, comme tu l'as dit précédemment, hein, mais ces deux actrices, elles font bien le taf en plus. Ah oui, Elles sont super chouettes, ça marche, mais voilà, c'est pourquoi une scène de cul entre les deux? Pourquoi vouloir les mettre ensemble? Je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs où je me dis, ouais, à part vouloir montrer des meufs qui couchent ensemble, je sais pas trop où ça nous mène, tu vois. ouais, je comprends. Donc voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu cousu de fil blanc. En fait, ça aurait été une relation hétéro, ça aurait été la même chose, hein. C'est-à-dire, tu te dis, bah ouais, à la fin, forcément, t'as deux personnages qui font un road trip, bon, bah ils se mettent ensemble. Là, c'est la même chose, mais c'est vrai que bah ça marche pas parce que ouais, c'est pas assez travaillé. En fait, tu te dis Ouais, pourquoi nécessairement les mettre ensemble, c'était pas utile hein, en soi. ouais. En fait, c'est vraiment, comme tu le disais, le cul entre deux chaises. Entre Mm. deux chaises, pardon. Pas suffisamment appuyé pour que ce soit du vrai nanar, Ah non. et trop visible pour que ce soit un film que tu puisses prendre un peu plus au sérieux, entre gros guillemets. Donc c'est vraiment juste, je pense que c'est un problème de dosage, en fait, peut-être. Ouais, C'est mal dosé. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai noté quelque chose qui va autant dans le positif que le négatif, c'est la scène d'intro. Mhm. Parce que pour moi, la scène d'intro est super absurde, super bien foutue. Et pour le coup, effectivement, t'as des plans caméra de montage absurdes, mais ça fonctionne. C'est une scène avec Pedro Pascal où bah, il y a un côté film noir et un côté film de gangster. Enfin, il y a plein de vibes différentes. Moi, ça m'a éclaté cette première scène. Mais je l'ai aussi mis en point négatif parce que c'est une scène d'intro qui te donne presque plus envie de regarder Ce ce film-là, film-là ouais, avec Pedro Pascal que le film avec les deux jeunes filles en road trip, hein. ouais. Et c'est dommage hein, parce que voilà, je trouve que si le film avait eu ce ton décalé tout du long, ça aurait été impeccable. Et je m'attendais un peu à ce qu'il ait ça. Mm. Et ben non, un petit peu dommage hein, parce que ouais, autant ouais, cette scène d'intro m'a beaucoup plu, autant le reste, je me dis bah ça a moins c'est moins efficace que ce Tout qu'ils à ont mis au fait. début. Ouais. Ce qui est un peu dommage quand même de nous vendre un Bah truc qui ouais. n'est pas la suite du film. Enfin, qui Ouais. n'a pas le même ton. Attention, hein, c'est pas une question de Pedro Pascal ou autre, c'est vraiment une question esthétique et de ton. Hein, c'est ça qu'on aurait bien aimé voir par la suite. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, d'autant qu'en plus, enfin, c'est bien joué. Il y a vraiment un côté très kitsch, mais très plaisant parce que ça joue avec les codes de son époque. Mm. Et ensuite, le film se perd là-dessus. Enfin,
il manie les codes de son époque, mais il sait plus comment les manier. C'est comme un puzzle en fait. Mais il met tous les trucs dans le mauvais ordre et ça nous donne ouais, une image un peu faussée, un peu maladroite Ouais, de l'arc narratif et c'est dommage. complètement. Alors, on va entrer pendant un temps dans la partie spoiler de notre analyse, puisqu'il faut parler du contenu de la mallette secrète. Mallette avec laquelle donc les deux jeunes femmes, Jamie et Marianne, voyagent sans savoir au départ déjà qu'il y a une mallette et surtout ce qu'elle renferme. Et que renferme-t-elle, Alénis? Tu me lances la perche. Elle renferme. Justement, Ah oui. Et, écoute, elle renferme un petit nombre de godemichés, de oui, pénis en silicone. Voilà. Ce c'est ça. qui Mais rend la pas n'importe découverte, lesquels, hein. mais pas n'importe lesquels, voilà. C'est ce qui C'est fait un peu vrai, la quand même. Oui, spécificité. C'est que ces sextoys ont été sculptés, ont été moulés sur des pénis de sénateurs, d'acteurs, de personnalités politiques très connues dans Mhm. les années 70 et donc qui aujourd'hui sont très influents et ne veulent pas voir leur moule de pénis euh, Dans les commercialisé au grand médias, jour. Oui, voilà, c'est commercialisés, tout ça. ça. Enfin, oui, exactement. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, Oui. en vrai. C'était drôle, hein. Enfin, Ouais, disons que, en partant du principe que on est sur un film un peu bébête, ça fonctionne très très bien. Enfin, un peu graveleux. oui, Évidemment que on va pas trouver une mallette d'argent, mais un peu marrant à l'intérieur, quoi. c'est ça. Ouais. Mais même l'idée, hein, je trouve que c'est diaboliquement efficace, hein. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'en plus, l'artiste qui représente ça, c'est donc Miley Cyrus. Mm. Et t'as des séquences psychédéliques où tu la vois effectivement faire une version de Ghost un peu kinky. Et en vrai, enfin, moi, je trouve l'idée super et surtout, ça donne l'occasion à des dialogues assez savoureux sur bah, les moyens de pression, mais aussi, il y a un côté, je trouve, avec Matt Damon, presque lutte des classes, quoi. Quand il évoque le fait de, bah oui, il vous faut vraiment tout, vous voulez renverser le pouvoir et donc c'est pour ça que vous avez fait des moulures et que vous nous faites chier avec ça. Je me suis dit, en vrai, je veux dire, si on prend 5 minutes de notre temps plutôt que de hacker les comptes perso des personnes, enfin, des hommes politiques influents, en vrai, on n'aurait qu'à faire ça. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Bah, en vrai, en France, en tout cas, c'est pas mal ce qui met les... Et attention, c'est très heureux la plupart du temps hein, que ça les mette de côté, mais c'est un peu un des leviers qui met les hommes politiques de côté. Ils peuvent faire toutes les saloperies de la planète et ils restent là. Mais par contre, dès qu'on voit un bout de zizi, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Donc C'est vrai. finalement, vraiment, enfin, ça fait mal au cœur de se rendre compte que... Mais oui, oui, Mm. oui, effectivement, parfois, juste Mais un oui. petit moulage bien placé dans une mallette, et puis voilà. Mais attention, on peut se faire couper la tête quand même pour... Ouais, c'est le risque. Ouais. Donc bon, faut évaluer les risques, hein. De toute Mm, façon, mm. faut voir ce qui est avantageux ou pas. Mais bon, à bon entendeur, non, ouais, enfin, l'idée est marrante en soi. Ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est quand même un film bon à visionner. Alors au 36e degré, mais bon. Oui, C'est maladroit, mais c'est pas méchant en fait comme film. oui, Mais c'est maladroit. ouais, Voilà. c'est ça. Oui, alors je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai aussi cette sensation-là en fait. C'est que Mm. ça passe un petit peu à côté de ce que ça devrait être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de d'excessivement grave en fait. Rien n'est très très Non. grave dans le film. Ouais, Et c'est ça. ça reste un film, je crois, d'1h30, quelque chose comme ça, donc qui n'est Oui, en pas plus, c'est excessivement court. long. Ouais, voilà. Ouais. Comme tu dis, il n'y a rien de méchant. Et aussi, j'ai repensé à un autre film que j'ai vu avec Quentin et son épouse Mathilde, qui s'intitule Bottoms, qui est disponible sur Prime Video et qui a un peu ce même aspect de, on parle de lesbiennes, on est un peu dans cet univers des comédies graveleuses un peu lourdingues des années 2000 et on fait la même chose et on recommence mais avec des lesbiennes. Et pareil, Mm. je trouvais que le film fonctionnait pas toujours très très bien et n'était pas toujours très très drôle, un peu pour les mêmes raisons quoi. C'est-à-dire que moi je pense que en fait cette partie de comédie américaine là, de base, elle, aujourd'hui en tout cas, elle me met un peu de côté. Donc en fait, quand on reprend Mm. ces codes-là et qu'on le refait, bah ça me laisse un peu indifférente en fait.
Voilà. Ouais, Ça me fait ouais, un ouais. peu rire et ça me fait beaucoup, ça me saoule beaucoup, ça me fait beaucoup souffler du nez, quoi. Il y a des vannes que je trouve pas très bien réussies et peu importe. Alors, c'est peut-être, je sais pas, je sais même pas, je saurais même pas dire si c'est cool de refaire la même chose avec des femmes. Je sais pas, en fait. Je sais pas trop ce que j'en pense. Je suis vraiment très sincèrement mitigée, quoi. Je comprends. Moi, de temps en temps, je me dis que c'est peut-être une étape, hein, tu vois, dans le Ouais, processus. On fait des films bof hein, avec bah, des stéréotypes un peu genrés. On refait des films, on essaie d'ouvrir un peu le prisme et ensuite on s'amènera vers des films bah, juste bien écrits et avec des personnages queer ou en tout cas avec ouais. plus de représentations diverses. Complètement. Oui, ça fait peut-être partie des expérimentations à faire avant de trouver un truc convenable. Ouais, avant de mettre le bon Mm. curseur. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, j'espère en tout cas. Ce serait plutôt une façon sympa de C'est voir ma les pensée choses. optimiste. Voilà. Vous en faites ce que vous voudrez. Ok, Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. tout à fait. On passe au petit jeu. Oui. Ok. Pour rappel, je vais vous proposer donc à chaque fois un petit duo, que ça soit en lien avec les réalisateurs, les acteurs, les actrices, etc. Ou même un thème qui m'a paru sympa. Vous me dites ce que vous gardez, vous me dites ce que vous jetez et pourquoi. Alors, Alénis, Bon, ça va peut-être pas marcher parce que tu m'as dit que bon, frère Cohen, c'est pas trop ton truc. Enfin, tu regardes, mais c'est pas. Ouais, Mais bon, tentons quand même, écoute. Tentons. Exactement. Oh Brother ou No Country for Old Men. Alors, au browser, parce que j'ai pas vu l'autre. C'est une réponse qui me sied. Voilà. Moi, j'aurais aussi choisi Oh Brother parce que quitte à choisir, je préfère la gomina de George Clooney plutôt que le Mm. carré plongeant façon Mireille Mathieu de Ouais. Javier Bardem. Oui, je vois très très bien le personnage par contre. Ah là là, les cauchemars. Puisqu'ils sont en sous-sous-rôle, mais qui sont là quand même, Matt Damon ou George Clooney? Oh, c'est une super bonne question. Matt Damon ou George Clooney? Ouais, c'est dur. Matt Damon, je pense. Moi aussi. Parce que il a la sympathie, lui, de ne pas nous les briser avec son café. Ne serait-ce que ça. Ouais, il a peut-être moins ce côté beau gosse de pub. Mais après, C'est je ça. trouve que George Clooney joue très bien dans plein de longs métrages aussi, hein, donc Ouais. Ouais, mais je préfère aussi Matt Damon. ouais. Bah, ne serait-ce que ses dernières productions de films, notamment The Last Duel de Ridley Scott, j'ai Mm. beaucoup aimé. Et puis je le trouve un peu plus versatile aussi, Matt Damon. Carrément. Tu vois? Ah bah ouais, ouais, bien sûr. C'est clair. Pedro Pascal ou Oscar Isaac? En fait, tu mets Pedro Pascal contre n'importe qui d'autre, je choisirais toujours Pedro Pascal, voyons. C'est vrai. Ah, Ah bien ouais. sûr. Moi, c'est Oscar Isaac, du coup. Je vais pas... D'ailleurs, moment très drôle dans le film où référence absolument directe à Game of Thrones, quand Oui. il se fait écrabouiller les yeux comme dans la Et série nucléé, tout emblématique. à Oui, fait. voilà. Mhm. C'est voilà, Pedro Pascal, dans mon cœur, pour toujours. Qu'est-ce qui t'a fait aimer autant Pedro Pascal? Je sais pas. Je crois, alors, The Last of Us, déjà, Ouais. c'est sûr et certain. Ce côté daddy, non mais daddy issues, quoi, vraiment, mais je, je ne voulais pas que tu me demandes des arguments, Léa, c'est pas un D'accord, état de pardon. fait. Le désir, ça se contrôle pas. Ok. C'est ça, c'est Pedro Pascal, quoi. Ok, ça marche. J'entends. Et enfin, mallette de Pulp Fiction ou mallette de Drive Away Dolls. Qu'est-ce que tu emmènerais en vacances? J'aime pas trop les burgers, donc je dirais peut-être celle de Bravo Wales. Je comprends. Elle est tricky, cette dernière question, quand même. C'est pour ça qu'elle est en dernière. Parce que, en gros, je t'amadou avec Pedro Pascal et ensuite Ouais. là, Non, mais elle est très moi aussi, drôle. j'emmène la deuxième à choisir. Bah, merci Terrible. beaucoup encore, Léa, pour ce petit jeu tout à fait charmant et tout à fait chouette Avec grand plaisir. que j'adore. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas aux recommandations? Tout à fait. Alors, dis-nous tout. Moi, je vais vous conseiller, en lien avec une mallette dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est un lien, pas direct, hein, mais j'essaye de faire du lien comme je peux. Récemment, j'ai joué au jeu Man of Medan, qui est donc qui fait partie de l'anthologie des jeux Dark Pictures. Où en gros, c'est une sorte de, bah, c'est des jeux vidéo d'horreur, mais en interactif. Donc,
où chaque choix que tu fais avec un personnage, chaque dialogue, chaque option que tu fais détermine un petit peu la suite de l'histoire. J'aime beaucoup ces jeux-là. En fait, je les regardais beaucoup en let's play parce que je joue pas des masses aux jeux vidéo. Et puis bon, ben, on m'a conseillé de m'y lancer. Et je comprends pourquoi je joue encore moins aux jeux vidéo d'horreur parce que vraiment, je suis une énorme flippette, quoi. J'ai hurlé comme jamais devant l'écran et c'était gênant parce qu'en plus, j'étais pas chez moi. Mais ouais, j'aime beaucoup. C'est super. On est perdu sur un rafio. En fait, on fait de la plongée. Déjà, on fait de la plongée. On découvre un rafio perdu au milieu des océans, donc un cauchemar personnel. Et il y a effectivement, en fait, il y a une cargaison dont on ne sait pas trop quoi, enfin des mallettes on ne sait pas trop ce qu'elles contiennent. Et donc, on est ce groupe d'explorateurs, d'exploratrices qui va se faire petit à petit décimer par la menace qui plane sur ce vaisseau. Et voilà. Trop bien. C'est vrai que moi, j'ai dû. Alors, moi, c'est pareil, les jeux d'horreur, j'ai un peu du mal parce que aussi, je suis très flippette. Mm. Pour l'anecdote, j'ai flippé les premières minutes de ce jeu vidéo extrêmement connu avec des dragons. Skyrim, tout simplement. Ah, Skyrim, vraiment, d'accord. j'ai créé mon personnage. Il y a un dragon qui arrive au début du jeu. J'ai failli faire casser l'ordinateur tellement j'ai eu. Voilà, donc je n'ai pas continué Ok. Skyrim alors que je pense que ça pourrait être un jeu qui me plaît et c'est même pas un jeu d'horreur, hein, juste il y a eu un petit jump scare comme ça et voilà, ça m'a fait peur. Euh, Je comprends. Écoute, j'ai changé d'avis, je vais aussi vous parler d'un jeu vidéo auquel je joue depuis peu de temps, que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement beau et extrêmement bien pensé. Malheureusement, il n'existe pas encore en français, il n'y a pas encore les sous-titres en français, et il y a quand même une partie narrative très importante. Donc, voilà, dommage, mais c'est comme ça. Et c'est I Was a Teenage Exocolonist. Et on joue un petit personnage qui naît donc dans une colonie terrienne qui arrive sur une planète extraterrestre et qui doit trouver de la nourriture, voilà, etc., etc. Et en tant que jeune enfant, on grandit et on doit développer certaines caractéristiques, donc soit être très fort, soit être très intelligent, soit être très empathique, etc., etc. Et il y a différents petits personnages qu'on rencontre et je trouve que les graphismes des personnages et du jeu sont très très chouettes et la petite histoire est super super sympa aussi. Et c'est un truc un peu chill où il y a un peu des jeux de cartes, il y a beaucoup de textes, il y a des choix tranquilles, tu vois. Il y a pas un gros dragon qui va venir te péter la gueule. Donc bon, il y a des Ça gros marche. extraterrestres qui vont essayer de venir te péter la gueule, mais de façon plus chill, on va dire. En jouant aux cartes. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et c'est sur Steam, tout simplement. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Oui, à la semaine prochaine. Salut! Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.